Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et l'homme du Figaro ce matin, c'est François-Xavier Bourmeau, que je salue. Bonjour. Bonjour Bernard. François-Xavier, Monsieur Bertrand, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, est en vacances en Corse. Il a donné une interview à Corse Matin à nos confrères. Il a dit, bah oui, il se prépare bel et bien pour la présidentielle. Donc j'en conclus que si lui le dit, d'autres le pensent aussi. Ça s'accélère pas mal en vue de 2022. Pour Xavier Bertrand, en tout cas, oui, parce qu'il n'a pas le choix, parce que avec le dernier remaniement, Emmanuel Macron a réduit son espace politique. Il y a Jean Castex à Matignon, oui. Il y a Gérald Darmanin à l'intérieur. Ce sont tous deux proches de Xavier Bertrand qui se retrouvent aux premières loges du pouvoir. Ils ont travaillé ensemble, ils se connaissent, ils s'apprécient. Forcément, quand la politique d'Emmanuel Macron est menée par des amis politiques, ça laisse moins de place à la critique. Sans compter qu'à droite, Xavier Bertrand va aussi devoir affronter la concurrence de son ancienne famille des Républicains, donc pas le choix. Il faut accélérer s'il veut réussir à installer dans les têtes des Français l'idée qu'il est candidat. Mais il n'est pas le seul à essayer, c'est vrai. Il y en a déjà d'autres avant lui qui ont déjà dit ou fait dire qu'ils étaient intéressés par 2022. Qui ça ? Alors on va commencer la liste par les déclarations d'intention formulées à la manière de Xavier Bertrand, c'est-à-dire les personnalités politiques qui lèvent le doigt quand on leur dit élection présidentielle. Ouais. Est-ce que ça vous dit de faire un quiz ? Allons-y, Bernard, j'adore ça, les jeux, moi. Bon, alors qui a dit « À partir du moment où on me pose la question, je dois avoir l'honnêteté de dire que oui, je serai présente sur les échéances politiques. » Bon, présente, donc c'est forcément une femme, mais je me souviens plus. Ça me dit quelque chose, je me souviens plus. C'est Ségolène Royal. Il y a à peu près pile un an, c'était il y a un an tout de même. D'accord. Allez, on continue. Qui a dit, ou plutôt qui a écrit, si les événements et les circonstances politiques le décideraient, j'assumerai. Oh bon, ça, c'est une phrase tellement passe-partout que ça peut être n'importe qui. C'est vrai, mais en l'occurrence, c'était Gérard Larcher, le président du Sénat, dans son livre Contre-pouvoir, qu'il avait publié il y a aussi un an. Qui a dit, s'il se dégage que c'est à moi de tenir le gouvernail, de prendre les rênes, de me bander les muscles intellectuels et affectifs, s'il faut le faire ensemble, oui, je serai là. Ça doit être quelqu'un d'un peu intello. Ça ressemble peut-être à du Christiane Taubira. Exactement, bravo. C'était pas évident. C'était il y a un an aussi. Allez, dernière question. On va terminer là-dessus. Qui a répondu pourquoi pas à la question de savoir s'il pourrait se présenter à la primaire éventuelle de son parti? Alors là, aucune idée. C'était le républicain Éric Woerth. Voilà. Donc vous voyez que Xavier Bertrand n'est pas le seul à goûter l'eau du bain, et je vous passe tous ceux dont on soupçonne l'ambition, comme François Hollande, je vous passe aussi tous ceux pour qui on s'interroge, comme François Baroin, et je vous passe aussi tous ceux qui ont l'air de s'amuser pour l'instant, comme Jean-Marie Bigard. Mais dire son intérêt pour la présidentielle, c'est pas forcément se déclarer candidat. Ils vont pas tous aller au bout. Alors c'est vrai que tout ça, ce ne sont que des déclarations d'intention. Ça ne coûte rien de le dire, ça n'insulte pas l'avenir, et puis qui sait, sur un malentendu, ça peut marcher, comme dirait l'autre. Mais ça souligne quand même cette maladie française de l'élection présidentielle, où, une fois élu, le président de la République ne dispose que de très peu de temps avant de voir les regards se tourner vers la prochaine échéance. Un mandat présidentiel aujourd'hui, c'est en gros 3 ans d'action, 2 ans de campagne. Et aujourd'hui, on est entré de plein pied dans cette deuxième phase. On le voit avec la déclaration de Xavier Bertrand, qui est sans doute la plus sérieuse de toutes. Mais est-ce que ça change quelque chose, au fond, dans la façon de gouverner le pays ? Dans le discours officiel, non. Mais en réalité, plus le président explique qu'il agira jusqu'à la dernière minute de la dernière heure du dernier jour, plus vous pouvez craindre que tout s'arrête d'un coup. Oui. 2 ans, avec une élection présidentielle à la fin, c'est beaucoup trop court pour engager des réformes en profondeur. Regardez par exemple celle des retraites. L'objectif maintenant, ce n'est plus de mettre en place un système universel, mais d'aboutir, là je cite Jean Castex, à minima, à un agenda social partagé. Donc oui, ça change, parce que ça met un coup d'arrêt plus ou moins brutal à l'élan réformateur qui a généralement porté le président au pouvoir. Et d'ailleurs, regardez, Nicolas Sarkozy n'a pas été réélu, François Hollande non plus. On verra pour Emmanuel Macron, mais en tout cas, il y a sans doute là un effet pervers du quinquennat dont on commence tout juste à prendre la mesure. Écoutez, ça va me permettre de poser une question là-dessus à Jean Garrigue, notre invité, dans un instant. Merci beaucoup, François-Xavier Bourmeau. Vous restez dans le coin parce que vous êtes l'un des 2 esprits libres de tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup, il est 8h19 exactement. Voici l'invité. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Il s'appelle Jean Garrigue, il est président du comité d'histoire parlementaire et politique, directeur de Parlement, revue d'histoire politique, et il vient de commettre aux éditions Duno un petit livre qui s'appelle De Gaulle à la plage, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. D'abord parce qu'on apprend des tas de choses sur le grand Charles, c'est pas juste de la rigolade, parce que le titre est effectivement prêt à sourire, et donc c'est un excellent petit livre d'histoire politique en quelque sorte. D'abord, par rapport à ce que disait Bourmeau là, à l'instant, est-ce que dans les grandes lignes, vous partagez son analyse? C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 ans utiles dans un quinquennat français? Oui, complètement. Pour faire des trucs. Je fais partie de ceux qui estiment que la mise en place du quinquennat était une erreur et qui est
je dirais, contraire à l'esprit justement de ce que De Gaulle avait voulu pour la Ve République, c'est-à-dire de la durée pour gouverner pour un président de la République. C'est un système qui montre sa perversité, je dirais, parce que d'une part, il ne donne pas assez de temps justement au président de la République pour mettre en place véritablement une politique, et Dieu sait qu'on reproche beaucoup aujourd'hui aux chefs de l'État ou aux gouvernants de ne pas avoir une vision à long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme vous le savez, l'inversion du calendrier, la subordination des élections législatives à l'élection présidentielle ont totalement associé les majorités parlementaires au président de la République, et évidemment ça corsette, ça bride l'expression du contre-pouvoir parlementaire, qui est quelque chose d'important dans la vie politique. Et donc tout ça fait que on est dans un système qui, à mon sens, suit une mauvaise pente, et que on devrait, à mon sens, revenir au septennat, ou à tout le moins redécouper en tout cas séparer les législatives de la présidentielle. Ça me semble une nécessité. Tout le monde parle aujourd'hui de redonner un souffle à la démocratie, une démocratie plus participative, mais je pense que simplement dans cette démocratie dite représentative, redonner du poids au Parlement, y compris à la majorité parlementaire, la rendre plus indépendante du président de la République, permettre éventuellement que l'élection législative ne soit pas simplement le décalque ou ne s'inscrive pas dans la dynamique de l'élection présidentielle. Ça donnerait un souffle, ça donnerait une respiration. Oui, mais d'un autre côté, ceux qui vous disent c'est beaucoup mieux pour être efficace, pour que le président soit efficace, puisqu'il a la Chambre avec lui, donc allons-y, roulez jeunesse, il est sûr de ne pas être embêté par les députés du coup, puisqu'il en a 400 pour lui, c'est un aspect à ne pas négliger aussi. Tout à fait, c'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'en fait ce sont des problèmes qui se sont posés dès les débuts de la Ve République. 58 mais surtout à partir de 62, à partir du moment où le général de Gaulle impose en fait sa révision, c'est-à-dire l'élection du président au suffrage universel. Juste après cette révision, il s'appuie sur une sorte de raz-de-marée en faveur de ces couleurs, parce que précisément les gens vont voter aux élections législatives de 1962, je dirais, en tenant compte de ce référendum qui donne les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Donc on voit bien que dès le début, il y a eu cette tension, parce qu'au fond, cette tension, elle reflète de notre société, de ce que veulent les Français. Ils veulent à la fois un pouvoir fort, un pouvoir exécutif qui est autoritaire, qui dirige, qui donne des grandes options, et en même temps, ils veulent beaucoup de démocratie participative, et de plus en plus, ils veulent un contre-pouvoir. Et il y a en permanence ce balancement, et c'est typique des institutions de la Ve République. Est-ce que vous comprenez bien ce que cherche à faire Xavier Bertrand? Bon, il sera probablement candidat, et il a dit dans l'interview à Corse Matin, pas question que j'en passe par un quelconque système de primaire. Ça, c'est totalement gaullien. Les primaires, ça n'existe pas dans l'esprit de Charles de Gaulle, ni dans l'esprit de la Constitution de la Ve. Oui, il s'inscrit véritablement dans l'esprit de la Ve République, et en tout cas, ce qu'a voulu le général de Gaulle. Les primaires ont été une sorte de déformation. On comprend pourquoi elles ont été construites, parce que les grands partis politiques n'arrivaient plus à dégager comme ça une figure charismatique, une figure de candidat qui s'imposait, comme ça avait été le cas auparavant, avec un Mitterrand chez les socialistes, ou un Chirac à droite, ou même un Sarkozy. Et donc ça a été une sorte de cache-misère de cette dislocation des grands partis politiques, qui annonçait, à mon sens d'ailleurs, ce qu'a été le grand dégagisme de 2017. Et Bertrand, il essaye de revenir à ça, à ce qu'est l'esprit de la présidentielle sur la Ve République, la rencontre d'un homme avec un peuple. C'est très clair. C'est comme ça que c'est construit sous la Ve République, que De Gaulle l'a voulu sous la Ve République. Maintenant, est-ce qu'il a un espace politique pour justement mettre en place cette rencontre? Pour l'instant, on peut en douter. Jean Garrigue, vous savez qu'il y a certains politiques français, notamment à l'extrême gauche, qui disent depuis des années il faut passer à la 6e République. Cette constitution, c'est une sorte de royauté déguisée, etc. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tout de même cette constitution qui date de 58 a fait ses preuves et mérite de perdurer? Mais j'en pense que les choses sont complexes, comme toujours. C'est-à-dire que
je suis un grand admirateur de la Troisième République, qui était un système parlementaire dans lequel le Parlement avait la suprématie institutionnelle et qui a donné beaucoup de choses, qui nous a donné le socle de la démocratie parlementaire. Mais j'observe aussi que la quatrième, c'était une cacophonie permanente, avec des renversements de gouvernement tous les 3 mois, etc. La quatrième est très mal connue et on ne se rend pas compte que la quatrième, elle a aussi permis de reconstruire l'économie française, de finalement, bon an mal an, de sortir de la guerre froide et sortir de la colonisation. Donc il y a un bilan qui est beaucoup plus positif qu'on ne le croit de la quatrième. Mais la cinquième, il faut tourner la page ou pas? Non, je ne pense pas, parce que la Cinquième République, elle a justement fait ses preuves aussi. C'est un système qui est suffisamment ambigu, parce que il ménage à la fois cette suprématie du président de la République et en même temps un régime parlementaire, car le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. Oui. Et cette ambiguïté-là, cette dichotomie, si vous voulez, permet une grande souplesse. Et on voit bien que la Cinquième République, elle a pu affronter un tas de crises, notamment celle de mai 68, mais avant la guerre d'Algérie, etc. Et finalement, on retombe toujours sur ses pattes. Ce que je pense, c'est que cette Cinquième République, elle a connu une dérive présidentialiste, avec le quinquennat notamment, et que cette dérive, elle est contradictoire avec ce qui ressort des profondeurs de la société française, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes par exemple, ce besoin de beaucoup plus de démocratie directe, de démocratie participative. Donc il serait cohérent, à mon sens, de rééquilibrer la Cinquième République vers justement plus de contre-pouvoir, plus de démocratie, tout en respectant ce qui dans la Cinquième République est positif, c'est-à-dire la capacité à gouverner, qu'on n'avait pas sous la quatrième ou la troisième. Alors, vous faisiez allusion, Jean Garrigue, à l'instant, au souhait des Français d'avoir des contre-pouvoirs, que ce soit pas un truc monolithique qui les dirige. Il y a le Sénat. Le Sénat. Oui. Alors, le Sénat, il y a une élection à la fin du mois de septembre. Il y a donc 89 000 grands électeurs qui vont renouveler la moitié du Sénat. Sénat qui, depuis 58, a toujours été à droite, sauf 3 ans entre 2011 et 2014, où il y avait les socialistes qui avaient une courte majorité. Le Sénat, pourquoi est-ce qu'il est toujours à droite comme ça? C'est à cause du système des grands électeurs qui sont des gens de province, traditionnels, etc. Oui, c'est des élus locaux. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que Lionel Jospin parlait d'une anomalie démocratique. Oui. Mais en fait, il a été question de le supprimer. Exactement. L'anomalie repose moins dans le rôle important, me semble-t-il, que joue le Sénat comme contre-pouvoir par rapport aux excès et à cette surmajorité de l'Assemblée nationale. Et on voit bien aujourd'hui à quel point c'est utile d'avoir un Sénat qui est un peu un contrepoids à une Assemblée qui est trop majoritairement macroniste, on peut le dire. Un peu moins qu'il y a 2 ans, mais encore beaucoup. Voilà, donc le rôle du Sénat, il est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point l'attention au territoire est important, et incontestablement, le Sénat, c'est une assemblée qui est proche des territoires, qui fait entendre la voix des élus locaux, qui fait entendre la voix des terroirs, j'allais dire. Mais en revanche, c'est vrai que son mode d'élection a fait que il portait toujours à droite, et que là encore on voit bien que c'est un bastion de l'opposition de droite. Mais cette opposition-là, qui est une opposition souvent modérée, feutrée, celle du Sénat, permet aussi un dialogue, permet une négociation avec le pouvoir, et on voit bien que dans précisément ce qui s'est passé dans cette deuxième partie du quinquennat Macron, c'est-à-dire qu'on se rapproche quand même de la logique justement des territoires, on se rapproche de l'écoute des maires, de l'écoute des élus territoriaux. La nomination de Castex. Avec la nomination de Castex. Comme un homme de territoire. C'est très clair. C'est pour ça d'ailleurs que Macron a choisi Castex. Eh bien, là, on a quelque chose qui justement, qui revient à cet équilibre très très subtil de la Cinquième République, où on a besoin d'avoir un Sénat efficace. Ah, écoutez, c'est tout à fait passionnant, Jean Garrigue. J'avais encore dit ah non, je peux si, peut-être, quand même, en 30 secondes. Moi, j'ai une question quasi existentielle, c'est l'énigme Édouard Philippe, qui a 58% d'opinion favorable, qui est maire du Havre. Là, il est peut-être à la plage, en train de lire votre bouquin. Écoutez, est-ce que vous pensez qu'il va y aller en 2022? Moi, je ne le pense pas. Je pense que si Macron l'a laissé partir, enfin, il l'a mis dehors. En 2020, ou mis dehors, ou s'ils se sont mis d'accord. N'oublions pas que leur entente, malgré tout ce qu'on a pu dire, était quand même exemplaire. Moi, je travaille actuellement sur les liens entre les présidents de la République et les premiers ministres au cours de la Cinquième République. Fillon a fait 5 ans avec Sarko, hein. Oui, mais avec beaucoup de difficultés, et de tensions et de rancœurs, voilà. Et Édouard Philippe, il me semble qu'il est parti avec une sorte de contrat avec Emmanuel Macron.
ce serait Emmanuel Macron pour 2022. En revanche, pour 2027, oui c'est ça, là je pense que Édouard Philippe va se positionner et qu'il aura de fortes chances. Bah écoutez, on verra. Moi, je sais pas, j'ai pas ce sentiment. On verra. Merci beaucoup, Jean Garrigue, auteur de De Gaulle à la plage, qui vient de paraître chez Duno. Excellent petit livre historico-politique et propos extrêmement clairs de Jean Garrigue sur Radio Classique ce matin. Merci beaucoup. Je vous souhaite Merci à vous. Une bonne fin de vacances si vous y repartez. Il est 8h presque 30. On attaque la deuxième demi-heure avec le rappel des titres et la revue de presse juste après ceci. Bonne journée à l'écoute de Radio